Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du vendredi 28 avril de F1 Podcast. Ici Martin Simon avec un C. Et aujourd'hui à l'épisode, on revient sur ce qui a donné le coup d'envoi de la nouvelle Formule Sprint, c'est-à-dire la toute première séance de qualification ainsi que la seule et unique séance d'essai libre. Et comme à l'habitude, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, le sujet qui a le plus retenu l'attention dans le monde de la Formule 1, c'est-à-dire Fernando Alonso et Taylor Swift. Eh bien non, c'est une blague. C'est pas le genre de sujet que F1 Podcast aborde généralement, mais on a quand même trouvé une manière de vous glisser l'information. Bien à vous de vouloir creuser un peu plus loin si ce genre de sujet-là vous intéresse. Mais pour le vrai sujet qu'on commence, c'est Franz Tost qui annonce son départ, donc sa retraite, de l'écurie AlphaTauri. On vous avait annoncé dans la dernière édition de notre podcast, comme quoi il y avait quelque chose qui se tramait chez AlphaTauri. On a annoncé aussi un partenariat plus large entre Red Bull ainsi que sa filiale italienne pour les prochaines saisons. Donc on aura le droit de piger dans les pièces, bien entendu, mais là, on a poursuivi un petit peu la restructuration avec le départ de Franz Tost. On a aussi engagé un nouveau directeur marketing qui va être Lars Stegelmann qui va s'en venir là. On avait aussi entendu Helmut Marko glisser un mot qui aurait un possible changement de nom, qu'on voulait retravailler un peu le branding, si on peut dire, de l'écurie. Alors, le côté marketing, ça peut être le début là, qu'on lance avec l'arrivée de Lars Stegelmann. Aussi, on peut peut-être lancer que si on parle de changement de nom, est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont repris la charge de Red Bull après le décès de M. Dietrich Mateschitz, est-ce que ça serait qu'on voudrait mettre un terme à cette filiale-là? On sait que AlphaTauri, c'est une filiale de vêtements qui avait été lancée par la compagnie Red Bull. Est-ce qu'à ce moment-là, ça signifierait la fin pour la division de vêtements AlphaTauri? C'est peut-être pour ça, si on veut plus afficher ce nom-là sur l'écurie. Mais toujours rien de confirmé pour ce qui est d'un changement de nom. Mais ça avait été envisagé par Helmut Marko. Donc, l'arrivée de M. Stegelmann en charge du marketing, ça pourrait peut-être être le début de plusieurs d'autres changements pour cette écurie-là. Il y a aussi eu, bien entendu, le PDG, qui va être un nouveau PDG, bien entendu, ça va être Peter Bayer qui s'en va là, un ancien directeur de la FIA. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Puis parlant de dirigeants de la FIA, il y a le remplaçant de Franz Tost qui va être Laurent Mekies, qui a déjà travaillé justement pour le point de vue sécurité à la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la FIA. Eh bien, Laurent Mekies, c'est un retour pour lui, pour l'écurie AlphaTauri. Il a été là dans le temps sous le nom de Toro Rosso. C'est aussi un ancien employé de Minardi. Puis on se rappellera que Toro Rosso avait été, dans le fond, le transfert une fois que Dietrich Mateschitz, Red Bull, avait acheté l'écurie Minardi. Donc, il avait changé de nom et c'était devenu Toro Rosso. Par la suite, Laurent Mekies est allé travailler pour la FIA, comme on le mentionnait, et a ensuite été comme adjoint à Binotto depuis les dernières saisons, qui est maintenant l'adjoint à Frédéric Vasseur. Vasseur, lui, avait justement quelque chose à dire, le directeur de l'écurie Ferrari, qui trouvait que ça avait été un peu trop vite l'annonce de AlphaTauri envers la candidature, la nomination de Laurent Mekies. Il disait que pour lui, on aurait dû prendre un peu plus de temps, que Laurent est sous contrat avec Ferrari pour plusieurs saisons, donc il y a de la négociation à faire, pas à savoir si il va pouvoir accepter l'emploi, parce que comme Frédéric Vasseur a dit, il se trouve que c'est une opportunité incroyable pour son collègue et qu'il lui souhaite bonne chance. La seule chose qu'il aurait aimé, c'est qu'on prenne un peu plus de temps pour négocier les termes, c'est-à-dire quand il va pouvoir débuter l'emploi. On en a déjà glissé des mots lors de nos podcasts que quand une personne part, surtout un haut dirigeant comme ça d'une écurie, normalement dans les contrats, on a des termes, puis on a des ententes à prendre pour pas qu'il y ait un peu d'espionnage, c'est-à-dire donc normalement on va mettre une règle pour dire il y a un terme à respecter avant de pouvoir débuter le nouvel emploi. Mais AlphaTauri, on a déjà annoncé qu'il serait là pour le début de la saison 2024, mais Frédéric Vasseur a dit va falloir qu'on en parle de ça avant que ça l'arrive. Fait que ça va être à suivre pour ce sujet-là du transfert de Mekies chez Tauri. Ensuite, il y a la nouvelle Formule Sprint qui a vraiment retenu l'attention. On sait que c'est la première fois qu'on amène cette
cette formule-là qui est reformulée, si on peut dire. En gros, ce qu'on a changé, c'est que la course sprint du samedi, normalement, décidait l'ordre de la course du dimanche, mais ça ne sera plus le cas. Maintenant, on va décider l'ordre du dimanche avec les bonnes vieilles qualifications qui vont se tenir le vendredi. Et on fera une deuxième séance de qualification le samedi matin. Celle-ci va seulement déterminer l'ordre de la course sprint. La course sprint, comment ça va fonctionner? On va donner seulement des points aux 8 premiers. Et puis le reste, ils vont courser pour aucune raison. Là. Il n'y aura pas de points en jeu, puis la position qu'ils vont finir ne déterminera pas la position de la course de dimanche. Tout ça va avoir déjà été déterminé préalablement lors de la séance de qualification qui a eu lieu vendredi, qu'on va parler un petit peu plus tard. Sur ce type de formule-là aussi, on va appeler la qualification du samedi matin, dans le fond, celle qui va décider l'ordre de la course sprint. On l'appelle la qualification shootout. À ce moment-là, c'est que ce type de qualification-là, on va fonctionner avec un Q1, un Q2, un Q3. Mais en Q1, on va être obligé d'utiliser les gommes médium ainsi qu'en Q2. Et puis en Q3, on va y aller avec les gommes tendres. Donc, on va avoir des obligations sur le nombre de pneus qu'on peut utiliser aussi. On n'aura pas le droit de changer, de dire on va faire 2 trains de choses. On va avoir le droit à un train de pneus, seulement médium pour les 2 premières séances. Et on va finir avec le tendre, mais seulement une set de pneus de gomme tendre. Donc, il y aura pas, ça va être important pour les pilotes de vraiment maîtriser le plus possible le tour lancé. On n'aura pas 2-3 chances pour réussir à accomplir un bon tour. Là. On va avoir des pneus qui vont être neufs seulement qu'une fois, bien entendu. Donc, ça va être important pour les pilotes de maximiser. Ça va un peu augmenter le coefficient de difficulté lors de cette séance-là. On a aussi limité les séances de pratique à une. Donc, en cancellant les séances, la deuxième séance de pratique, encore là, ça nous donne beaucoup moins de temps pour trouver les réglages nécessaires pour être le plus efficace possible afin d'extraire le plus de performance de la voiture lors du week-end. Ça vient compliquer la donne. On a eu justement Charles Leclerc qui s'attend à que ce soit un des week-ends les plus difficiles de la saison. Non seulement on arrive d'un long congé qui a été occasionné par la cancellation du Grand Prix de Chine. Donc à ce moment-là, ce que ça est venu donner, c'est qu'on a eu cette longue pause-là. On revient à l'action. Et puis, on a seulement une séance de pratique pour se mettre dans le bain. Après ça, on passe tout de suite à la qualification qui compte pour le dimanche. Fait que c'est ça qui augmentait beaucoup la difficulté. Charles Leclerc l'a mentionné. En plus, qu'on s'en va sur une piste, sur un circuit urbain. On sait que sur un circuit urbain, normalement, on a des pistes qu'on appelle sales parce que, veux pas, on a des débris qui s'accumulent, tout ça. Donc, c'est très glissant. Donc, le temps qu'on réussit à faire plusieurs tours sur cette piste-là et emmener à la nettoyer afin d'installer notre gomme et d'aller chercher le maximum d'adhérence, de prendre confiance et pouvoir maximiser la vitesse, bien, on limite le temps. Dans le fond, on a eu 7 séances de ces libres-là plus tôt le matin qui a servi un peu à nettoyer la piste et on passe déjà à l'action aux qualifications en après-midi. Donc, c'est tout là que la difficulté se rajoute. On a eu Verstappen, lui, qui on sait, il s'est pas gêné, il a été très verbal là-dessus, que lui, il est contre ces changements-là. Si on continue de jouer à bouger les règlements, il se dit même qu'il ne perdra pas son temps longtemps en Formule 1 si on est pour constamment changer les règlements et changer les modes de qualification. Lui, les samedis, ça lui plaisait bien. Il aimait bien ça. On sait aussi que la façon de faire ça, en mettant des qualifications le vendredi, on est capable d'augmenter le prix des billets pour la Formule 1, comme on a déjà appris de la bouche de Lewis Hamilton. Cash is king en Formule 1, donc c'est sûr que si on est capable de monter les prix des vendredis, on a une façon de maximiser l'argent qu'on est capable d'aller rentrer dans les comptes lors d'un week-end complet de course. Alors, c'est une chose qui est envisageable, c'est pas négligeable, ce côté-là, que ça peut être un point de vue monétaire et spectacle. Si les partisans peuvent être gagnants de ça et en tirer un bon spectacle aussi, eh bien, tout le monde va être gagnant. Mais on l'espère, c'est ce qu'on va voir pour la première fois lors du week-end. On a eu Fernando Alonso aussi, lui, qui a mentionné que ce serait seulement les équipes de tête qui avaient gros à perdre dans ce type de format-là. C'est sûr qu'à Bakou, comme il mentionne, on ne peut pas vraiment prendre de risques qui n'est pas nécessaire, car tous les risques qui sont pris peuvent se résulter à un accident et les prix peuvent venir amputer notre course du dimanche, ce que les écuries de pointe n'ont pas à perdre. On veut vraiment accumuler le plus de points possible lors d'un week-end. Donc, pour lui, sa prédiction, c'est que on va y aller de façon prudente durant la sprint race. Et c'était ce qui faisait le tour de l'actualité de la dernière semaine dans le monde de la Formule 1. Maintenant, on peut passer au week-end de course.
week-end de course, le vendredi, marquait le retour en action des 10 écuries. Finalement, après 4 semaines de pause, il était temps d'entendre les voitures. Fait à noter aussi, la FIA a modifié le règlement pour ce qui est de la restriction sur les composantes des groupes motopropulseurs. Il y en a certains que c'était à 3, on a passé ça à 4. Si vous voulez plus de détails, on a un bel article sur notre page Facebook F1 Podcast, que si vous ne le trouvez pas, juste en m'envoyer un petit message sur Messenger, je vais vous envoyer le lien. On a modifié ce règlement-là, notamment, ainsi que on a clarifié là, celui du cric qui touche une voiture alors qu'on sert une pénalité au puits là, de 10 secondes, un peu comme dans la situation avec Fernando Alonso. Eh bien, on a éliminé la zone grise et maintenant on a clarifié la situation. On n'a pas le droit de toucher à la voiture de quelconque façon, donc pas de cric, pas de main, pas rien, pas d'outil. On n'a pas le droit de toucher à la voiture alors qu'on sert une 10 secondes, 5 secondes de pénalité, peu importe le temps. Il faut vraiment attendre que le temps soit écoulé avant de rentrer en contact ou de faire quoi que ce soit. C'est maintenant clair. Il n'y aura plus de zone grise et place à l'interprétation. Ensuite, ce qu'on a eu aujourd'hui ce matin, pour débuter, on a eu Verstappen qui a été le plus rapide devant Leclerc, Perez, Sainz, suivi de Norris. Pour les améliorations qu'on a ce week-end-ci, on a McLaren qui a amené beaucoup d'améliorations sur sa voiture. On a aussi AlphaTauri et Alpine qui sont parmi ceux qui en ont le plus. On en a chez Red Bull, on en a un peu chez Ferrari. On parle d'un aileron plus petit. Puis on a Mercedes aussi qui a amené quand même des modifications notables sur leur voiture. Ça aussi, si vous voulez vraiment les avoir détaillés, on a aussi mis un article sur notre page Facebook, bien sûr, F1 Podcast toujours. Si vous voulez voir vraiment ça détaillé pour chaque écurie, on a ce petit article-là qui est disponible. Eh bien, ensuite, après la séance, pendant la séance d'essai libre, on a eu Alpine aussi qui misait beaucoup sur ce Grand Prix-là. On dit qu'on est capable notamment d'aller rechercher Mercedes en frais de puissance. Eh bien, on n'a pas vraiment pu voir les changements parce qu'on a eu vraiment une séance difficile comme première pratique. On a eu Gasly qui a eu un incendie à bord de sa voiture. Ça a vraiment donné une frousse parce que là, on voulait pas que le feu se dirige plus loin sur l'auto, venir compromettre la séance de qualification qui est très importante en après-midi. On avait hâte que quelqu'un arrive pour éteindre cette voiture-là. Puis on n'a pas pris de chance aussi. Automatiquement, on a retiré Esteban Ocon de la séance pour être sûr qu'on ne se représente pas avec la même situation et qu'on se ramasse à perdre 2 voitures pour les séances de qualification. Séance de qualification, la première de 2 qui déterminait l'ordre pour la course de dimanche. On a assisté au grand retour de Charles Leclerc et de l'écurie Ferrari qui est venu montrer les dents et empêcher l'écurie Red Bull de signer une 4e pole en autant de courses. Ça aurait été aussi la première pole à vie pour l'écurie Red Bull Azerbaïdjan, mais le roi de Bakou, Charles Leclerc, a dit non, c'est moi le roi, j'ai 2 pôles d'affilée, donc 2021-2022. Il est venu signer un tour du chapeau avec une 3e pôle à Bakou lors des 3 dernières saisons. Vraiment un circuit qui lui plaît bien. Il réussit vraiment à aller chercher le maximum de la piste. On sait que c'est très étroit entre les murs, mais il a réussi à capturer avec un temps de 1:41.269 devant Verstappen, Perez, Sainz, son coéquipier. Ensuite, Hamilton, 5e à bord d'une Mercedes devant son ennemi. C'est son ennemi? Non, c'est plus Verstappen. Mais on peut dire qu'Alonso aussi, son 2e ennemi, Fernando Alonso, 6e devant Norris, 7e. Bravo à McLaren. Beau retour, McLaren. On a dit des améliorations lors du week-end. Même si Norris était déçu, il s'attendait à plus. Mais 7e position, c'est quand même beau. 8e, Tsunoda. Stroll, 9e dans le 2e Aston Martin. Piastri, l'autre McLaren, 10e. 11e pour Russell. Décevant. 12e Ocon, 13e Albon, 14e Bottas. Qu'est-ce qui arrive avec Bottas? Le molette, la coupe Longueuil n'est pas assez aérodynamique d'après moi. Après ça, Sargent, 15e. Joe, 16e. Hülkenberg, difficulté pour l'écurie américaine Haas, 17 et 18 Magnussen. Gasly, on a dit, des problèmes en essai libre, petit accrochage aussi en qualification, pardonnez-moi. Donc à ce moment-là, 19e, et De Vries fait à noter, De Vries a eu un accrochage et il ne respecte pas la règle du 107
avec un temps de 1,55, 2,82. La règle du 107% est de 1,48, 3,57. Qu'est-ce que la règle du 107% pour vous rafraîchir la mémoire? On sait que Logan Sargent avait été dans la même situation plus tôt dans la saison. Donc, on doit être à moins de 107% du temps de Q1. Donc, le temps le plus rapide de Q1, on doit avoir un écart de moins de 107% pour avoir le droit de participer à la course. Donc, à ce moment-là, son dossier va être révisé par les commissaires de course et c'est eux qui vont décider si De Vries va être en mesure de pouvoir disputer la course. Moi, je pense qu'on va le laisser pareil. Là. Je serais vraiment surpris qu'on ne le laisse pas parce que c'est pas vraiment une... Normalement, cette norme-là de 107% a été mise pour empêcher que quelqu'un qui... Dans le temps, on avait des voitures qui n'étaient pas assez rapides ou des pilotes qui étaient juste pas assez bons pour compétitionner sur une course de Formule 1. C'était dangereux. Dans ce cas-ci, je ne crois pas que c'est la situation qui se présente. C'est vraiment juste à cause de l'accident. Là. On peut tout... sans aucun doute déterminer que De Vries aurait sûrement été à l'intérieur du 107% s'il avait eu la chance, s'il n'avait pas frappé le mur. Mais en ce moment-là, ça va quand même être révisé par les commissaires de course. On sait qu'on avait laissé Sargent compétitionner quand même au début de la saison. C'était un peu la même situation. Il y avait eu un accrochage, mais on avait déterminé que à cause de ses temps lors de la pratique, il n'était pas un danger public. Il ne représentait pas un danger pour les autres. Il pouvait donc participer à la course. Bon, maintenant que je vous ai donné les résultats et que vous êtes à jour sur ce qui est arrivé dans la journée, on peut maintenant voir quel type de conclusion qu'on peut en tirer. Eh bien, moi, je pense que Charles Leclerc va être à risque durant la course. On sait qu'il y a 2 zones de DRS, puis les grandes lignes droites. On a vu quoi que sur les chiffres, Ferrari s'est rapproché de la vitesse de Red Bull en ligne droite. Les Ferrari sont plus rapides dans les virages lents, mais le Red Bull a encore le dessus dans les virages moyens. Il y a aussi le fait que, normalement, on nous a habitués par le passé, autant du côté de Verstappen que de l'écurie Red Bull, de privilégier des réglages de course plutôt que des réglages de qualification. Donc, on a vu ça dans les dernières saisons. Ferrari très, très fort en qualification. Puis en course, Red Bull, tout d'un coup, surgit avec beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de performance. Et à ce moment-là, on réussit à aller rattraper les Ferrari. Côté usure des pneus, on voit souvent aussi la Ferrari va avoir être beaucoup plus difficile sur la gomme, mais à ce moment-là, on sait qu'Azerbaïdjan, c'est pas un circuit qui privilégie nécessairement l'usure de gomme. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça va faire jeu égal puis que ça sera pas vraiment un facteur? Ça va être à surveiller. On va avoir une bonne petite indice dans la qualification de demain pour revoir si c'était juste un coup de chance ou si Charles Leclerc est capable de faire un 2 en 2 et de signer une deuxième pole position autant pour la sprint. Puis la sprint va nous donner aussi une bonne idée sur le long run qu'on appelle donc les longues durées sur plusieurs tours avec beaucoup de carburant, un carburant pour 20 tours, une vingtaine de tours en sprint. Est-ce qu'on va être capable de réduire l'écart du côté de Red Bull? Moi, je pense fortement que ça va être le cas, que Red Bull va quand même réussir à remporter ce Grand Prix-là, autant la sprint que la course. Pour Mercedes, déception. On a vu, on pensait peut-être avoir mis le doigt un peu plus sur le bobo. Félicitations à Lewis Hamilton qui a vraiment réussi à soutirer le meilleur. Aussi, fait à noter, George Russell a manqué la Q3, mais on a vu que Lewis Hamilton a aidé Oscar Piastri, excusez-moi, je suis en train de le débaptiser. Oscar Piastri, oui, il l'a aidé en lui donnant, on appelle ça, en anglais, on dit un slipstream, une traînée en tant que telle. Il a réussi à se glisser derrière la voiture de Lewis Hamilton et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que la voiture qui est à l'avant perce le vent, donc réduit l'appui, la restriction qu'il y a dans l'air, donc ça favorise la vitesse. Alors, ça lui a donné une petite traînée à Piastri, ce qui l'a favorisé pour rentrer en Q3 et ça l'a aussi donné un petit coup de main, là, dans le fond, pour éliminer George Russell. Est-ce que c'était voulu ou pas? Je pense pas qu'on peut prêter des intentions nécessairement à Lewis Hamilton, quoique certains vont sûrement jouer le jeu de le faire, mais on peut se poser la question, on peut s'interroger, est-ce qu'il savait, est-ce que l'écurie aurait pu intervenir et dire, écoute, fais attention, il y a quelqu'un qui tue en arrière, qui est en train de nuire à ton coéquipier, de rendre service à un adversaire, mais en même temps, est-ce qu'on a peut-être négligé on a sous-estimé la part que McLaren pouvait être dangereux et être capable de signer un temps qui exclurait Russell? Est-ce qu'on a surestimé qu'on pensait que Russell était capable d'aller chercher plus de vitesse et être capable de faire sa place en Q3? Alors, à ce moment-là, peut-être qu'on s'est fait surprendre un peu. Donc, on peut pas vraiment prêter nécessairement juste des intentions à Lewis Hamilton, mais c'est quand même un fait
à noter. Oui, les McLaren étaient vraiment surprenantes. Bravo à leurs améliorations. Ça faisait longtemps que Zach Brown nous en parlait, que Baku était le point culminant pour la saison de McLaren, de voir qu'est-ce qu'on allait apporter là. On avait beaucoup on misait sur cette course-là pour amener le plus d'améliorations possible. C'est ce qu'on a vu. Même Lando Norris était fâché après la qualification d'avoir qualifié sa voiture 7e. Il pensait qu'il pouvait se rendre jusqu'à la 4e position, donc il était très déçu. Il avait il appréhendait beaucoup mieux cette journée-là avec des résultats plus positifs. Moi, je crois quand même que c'est pas la fin du monde. C'est une belle amélioration 7e. Ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de maintenir ce rythme-là en course. Il y a aussi, fait à noter, 4 clients Mercedes. En gros, on a bien entendu les 2 Mercedes ainsi que les 2 Aston Martin et les 2 McLaren aussi qui ont passé en Q3. Donc, 4 de leurs clients ont réussi à se faufiler en Q3. C'est un fait quand même intéressant à voir. On voit que le moteur Mercedes n'est pas la cause des insuccès de certaines équipes. C'est vraiment au côté voiture et développement. Pour ce qui est de Stroll, il a signé le même temps exact que Piastri. On sait qu'on en a parlé, Piastri a eu un peu d'aide de Lewis Hamilton, mais quand même, c'est d'arriver avec un temps pile. On a même vu la même situation qui s'est produite entre Charles Leclerc et Max Verstappen. On a réussi à signer un temps identique lors de la première séquence de qualification pendant Q3. Ça aussi, c'est intéressant à voir. Pour le reste, on a eu un bon spectacle. Je suis content que le championnat semble se resserrer. On a vu les Williams aussi. Albon était très déçu d'être pas parvenu à faire Q3. Il pensait qu'on avait beaucoup plus de puissance dans cette voiture-là. On a eu Logan Sargent aussi qui était déçu. Lui, il pensait aussi qu'il y en avait plus. Donc, les Williams, c'était intéressant la performance qu'on nous a donnée. Haas, déception, trouble mécanique avec Magnussen, Hülkenberg aussi. Les Alpines sont probablement la plus grande déception jusqu'à maintenant du week-end. On appréhendait beaucoup. On disait qu'on avait beaucoup de vitesse avec les améliorations. On avait fait beaucoup de travail à l'usine à ce moment-là, mais ça s'est pas concrétisé sur la piste. On a plutôt eu des troubles mécaniques qui sont venus gâcher ce retour de congé-là. Pour la suite du week-end, on va vous tenir informé autant par notre page Facebook que vous pouvez suivre. Merci de vous abonner aussi à Spotify et nous mettre des avis aussi, des bonnes notes partout, dire à quel point qu'on fait un bon travail et que vous nous appréciez. Toujours vos commentaires aussi, vous pouvez nous envoyer ça sur la page Facebook, Messenger, adresse courriel que je vous ai déjà donné, f1podcast@gmail.com. Nous, on sera de retour lundi pour faire un résumé de ce week-end de course-là en entier. Merci d'avoir été là et bon week-end de course.